elles ont une idée bien précise du prince charmant. Un homme qui a une bonne situation, du charisme. Bon niveau socio-culturel et le pouvoir. Beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance. Aussi une situation qui soit quand même plutôt agréable. Cette perle rare, certaines ont réussi à la dénicher. Quand je l'ai vu, je fais waouh. Bon, c'est le directeur. Moi, je suis la petite archiviste qui arrive. J'ai pu avoir des bijoux, j'ai pu avoir aussi une voiture, j'ai pu avoir des voyages. Oh, j'avais tout ce que je voulais. Mais l'amour et l'argent font-ils forcément bon ménage? J'avais vraiment une vie de rêve. Après mon divorce, c'était très, très dur. Oh, je me trouve dans un petit appartement en banlieue et sans beaucoup d'argent. Si je n'acceptais pas de mettre les vêtements qu'il voulait, monsieur partait dans des colères extraordinaires. Il a fallu que je redémarre tout à zéro. Mais alors, j'étais très heureuse parce que j'avais retrouvé cette liberté, en fait, qu'il m'avait prise. La vie est belle. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau. Les femmes que je reçois aujourd'hui savent précisément ce qu'elles recherchent chez un homme, de l'ambition, du charisme et surtout une bonne situation. Car elles ne s'en cachent pas, pour elles, le bonheur se trouve au bras d'un homme riche. Nadine, par exemple, ne troquerait son confort de vie pour rien au monde. C'est ce qu'elle va nous expliquer tout au long de notre émission en compagnie de nos trois autres invités. Et puis juste après, dans l'Histoire continue, vous retrouverez Marianne et Esther. Elles nous diront ce qui a changé dans leur vie depuis leur premier passage sur notre plateau. Mais d'abord, ouvrons notre première partie à la recherche du bon parti, justement, et saluons Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Sophie. Nadine, quelle est pour vous la définition de l'amour avec un grand A? Eh bien, moi, je cherchais, sans chercher, mais je voulais un homme qui ait une bonne situation, du charisme, un petit peu plus âgé que moi. Je voulais me sentir un peu protégée. À quel moment ce désir est-il apparu? Quand j'étais plus jeune, j'ai vu mes parents qui galéraient un petit peu, je voyais mes parents qui travaillaient de 5 h du matin jusqu'à minuit. Pas de week-end. Ils faisaient quoi, vos parents? Mes parents étaient commerçants. Donc, j'avais pas trop envie de cette vie-là. Donc, je m'étais dit, il faut que je trouve autre chose. Je veux une belle vie. Donc, je me suis mis tous les atouts de mon côté. Alors, c'était quoi une belle vie pour vous? Ça ressemblait à quoi? C'était trouver un homme avec une bonne situation, qui m'aime, qui me chouchoute. Je voulais quelqu'un qui m'épaule, qui me donne confiance en moi et qui ait du charisme surtout. Voilà. Ça existe, ça? Oui. Bien sûr. Bon. En plus, vous avez fini par rencontrer oui. l'homme qui correspondait à vos attentes. C'était en 1977. Oui, tout à fait. Dans quelles circonstances vous l'avez croisé, cet homme-là? Tout à fait par hasard. J'étais nommée dans une société pour faire les archives dans une société qui fabriquait de la laine de verre, du polystyrène. Et j'étais installée dans le bureau des secrétaires. J'attendais une personne pour m'indiquer le lieu des archives et comment il voulait que ça se passe. Et puis, j'ai tourné le regard sur la gauche. Il y a un monsieur qui rentrait, qui est venu nous saluer. Et les filles, les secrétaires m'ont présenté, m'ont dit c'est le directeur, c'est le monsieur qui va te montrer où se trouvent les archives. Et quand je l'ai vu, je fais waouh. Bon, c'est le directeur. Le directeur de quoi? De la boîte? De l'usine. Moi, je suis la petite archiviste qui arrive. Bon, c'est tout, quoi. Il était beaucoup plus âgé que vous? Oui, oui, oui. Combien, à peu près? Je ne savais pas à l'époque, mais oui, il était plus âgé. Nous avons 15 ans d'écart. Alors, j'imagine qu'il était en costume. Costume, cravate, grand, bel homme, un très bel homme. Une alliance à l'annulaire?
Je me souviens plus si j'ai regardé honnêtement. En général, on regarde. Hein. Non, je me souviens pas, mais bon, j'ai su à l'heure du café, en buvant le café avec les secrétaires, il parlait de sa femme, de ses enfants, donc bon, ben c'était tout. Donc là, vous vous êtes dit, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, voilà. Il est marié. Il est marié, il a des enfants, c'est pas ce que je recherche. Donc je laisse tomber. Voilà. Qu'est-ce qui vous faisait particulièrement de l'effet chez cet homme-là? Ben, j'étais attirée par lui parce que c'était sa présence, c'était sa façon de parler, de diriger son personnel, de traiter des gros marchés par téléphone, de diriger des agents commerciaux. J'aimais beaucoup son caractère. Vous aimez le pouvoir? Oui, il avait beaucoup de pouvoir dans son usine, c'est vrai. Il avait tous les pouvoirs en fait dans l'usine. Bon. Vous êtes resté combien de temps là? Je suis restée à peu près 6 mois. Et puis votre mission a pris fin? Ma mission a pris fin. Vous aviez instauré quel rapport avec cet homme-là? Il vous avait remarqué? Il vous appréciait? C'est-à-dire quand je suis partie, le dernier jour, il m'a dit « J'ai beaucoup apprécié votre travail. Vous avez fait les archives comme je le souhaitais. Je sais que vous recherchez une place en CDI. Dès que j'ai un poste qui s'offre dans mon usine, je vous fais appel. Et où est-ce que je peux vous joindre ?» Alors je lui dis, mes parents tiennent un bureau de tabac et je sais que vous venez acheter vos cigarettes chez mes parents. Vous pouvez venir voir mes parents et leur proposer, si vous avez un poste, vous pouvez leur proposer. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Moi j'avais 25 ans. Bon, donc vous êtes reparti. Quand il vous a dit ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit, c'est bien, il s'intéresse quand même à moi. J'étais contente parce que j'avais fait du bon travail aussi. C'était pas évident pour moi parce que c'était ma première place dans une usine. Il y avait combien d'employés dans cette usine? 140. Donc c'est une grosse usine. C'était une grosse société, oui. Bon, à quel moment cet homme-là a-t-il fini par réapparaître dans votre vie? Alors, il est réapparu dans ma vie quelques années après. Il a contacté mes parents parce qu'il avait une place qui se libérait. C'était un très bon poste. Il a expliqué à maman et maman, elle me dit tiens, ton ancien directeur, il est venu proposer une place, mais je pense que tu ne vas pas accepter parce que là, ce que tu fais, ça te plaît. À l'occasion, il faudrait quand même que tu le remercies parce que, bon, il est quand même bien cet homme, il faudrait quand même que tu remercies. En fait, moi, je trouve que c'est un homme comme ça qu'il te faudrait. Bah oui, maman, mais il est marié, il a des enfants, c'est pas pour moi. Voilà, donc quelques temps plus tard, par le biais de mon travail, je savais que je pouvais lui proposer des services. Donc j'essayais quand même de l'appeler, déjà pour le remercier. Quel genre de service Moi, je travaillais dans une société de prestation de personnel intérimaire. Donc je l'appelais, puis il ne me prenait jamais au téléphone, parce qu'il avait toujours des problèmes avec les gens autour, que l'usine faisait du bruit. Alors il devait se dire, qu'est-ce que c'est que cette enquiquineuse qui veut me parler? Et puis un jour à 20 h, je suis tombée directement sur lui. Et puis là, je lui dis, vous tombez bien, je voulais vous remercier déjà. Et puis, écoutez, j'ai des choses à vous proposer. Mais alors il me dit, il est tard. Alors je lui dis, écoutez, on pourrait peut-être aller boire un verre. C'est moi qui a dit ça? Moi, c'est moi. Alors il m'a dit, avec beaucoup de plaisir, écoutez, je vous attends à tel endroit. Donc je m'y suis rendue, il m'attendait et puis on a parlé de choses et d'autres. Et puis l'heure de mon train était passée, alors je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, mais j'ai plus de train. Alors il me dit, écoutez, vous êtes sur mon passage, je vais vous ramener. Bon, déjà au cours de notre entretien, j'avais compris qu'il était célibataire, sa femme était partie. J'avais compris qu'il était célibataire et qu'il était resté seul avec 2 enfants. Je me suis dit, bon, quand même, moi, je suis une fille unique, j'ai qu'une fille. Il est plus âgé que moi, il a 2 enfants, mais il me plaisait beaucoup. Donc, bon, il m'a ramenée. J'ai demandé à ma mère le lendemain, il m'a ramenée, il m'a demandé
d'aller manger au restaurant avec lui le lendemain parce que ce soir-là, il fallait qu'il garde ses enfants et qu'il allait tout faire pour les mettre en nourrice le lendemain, qu'il m'invitait à manger au restaurant. Alors là, j'ai fait « Waouh, super, j'ai peut-être ma carte à jouer ». Voilà, donc le lendemain, il m'attendait près de mon travail. Vous avez changé combien de fois de tenue avant d'aller au restaurant? Je n'ai pas changé de tenue, je suis restée... Oh, vous étiez habillée comment? Je ne m'en souviens plus, normalement, puisque je travaillais dans un bureau, donc... Vous ne vous êtes pas changée? Non, je ne me suis pas changée du tout. Et alors, comment ça s'est passé? Alors là, il m'a emmenée dans un très beau restaurant. Et puis, il avait caché une rose blanche. Il m'a tendu la rose et machinalement, je me suis penchée pour l'embrasser, pour le remercier. Et on s'est embrassé sur la bouche. Voilà, notre histoire a démarré comme ça. Et il vous a dit dire que cette terre nous paraît vieillot aujourd'hui. Donc nous avons fait un bon repas, nous avons beaucoup discuté. Il m'a bien précisé qu'il avait des enfants et qu'il voulait garder ses enfants. Donc voilà, donc j'en ai parlé à ma mère en rentrant parce que bon, elle savait avec qui j'étais, elle était très heureuse ma mère parce que elle me disait toujours que c'était un homme comme ça qu'il me fallait, donc tout le monde était content. Vous n'aviez pas peur de la différence d'âge? Je m'étais dit, si c'est 20 ans de bonheur, autant les prendre. Non, j'ai pas eu peur parce que c'était quelqu'un qui me rassurait beaucoup. Je me sentais vraiment très bien près de lui. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez au bras de cet homme? Je ressentais de la fierté, j'étais admirative de lui, il me donnait confiance en moi. J'étais très bien à ses côtés. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment votre quotidien a changé en devenant l'épouse de cet homme fortuné. Mais d'abord, nous allons saluer Frédéric Fago. Bonjour, Sophie. Bonjour, Frédéric. Que pensez-vous du témoignage de Nadine? Eh bien, en fait, Nadine, en rencontrant cet homme, a réalisé, a assouvi son désir d'ascension sociale, de changer de niveau d'échelle sociale. Et c'était important pour elle, elle l'a exprimé enfant, de ne pas reproduire la vie de ses parents. Alors, c'est une forme de réussite par procuration. Souvent, les femmes qui vont chercher un homme comme ça de pouvoir, qui incarne une protection, sont des femmes qui ont un besoin de sécurité et qui vont chercher ce besoin à l'extérieur d'elles-mêmes, donc incarné par un homme de pouvoir. Mais c'est aussi parfois la traduction d'un manque de confiance en soi, d'un manque de confiance en ses propres capacités à réussir, à se réaliser dans l'existence. Et donc, je vais vivre cette réussite par procuration. Et vous le disiez, hein, je suis très fière d'être à côté de cet homme. Sous-entendu, quelque part, le fait d'être à côté d'un homme de pouvoir, c'est une manière de combler un narcissisme qui peut être fragile ou parfois défaillant. Est-ce que c'est pas dangereux, justement, c'est très dangereux. De combler son narcissisme de cette manière-là? C'est très dangereux. Alors, quand l'histoire dure, c'est bien, mais c'est dangereux quand effectivement il y a une séparation, parce qu'à ce moment-là, il y a un effondrement et il y a une insécurité qui se redéploie de manière encore plus importante, parce qu'on a perdu l'objet qui nous permettait d'avoir l'impression de réussir sa vie. Donc c'est important aussi de ne pas perdre de vue, de se construire soi et de se réaliser soi, et de ne pas projeter ça complètement à l'extérieur de soi. Donc de garder une autonomie de travail pour se réaliser aussi soi-même. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Vous nous direz si c'est ce que vous avez fait ou pas. Bonjour Gerda. Bonjour. Gerda, vous avez écouté attentivement Nadine. En quoi vous sentez-vous sur la même longueur d'onde qu'elle? Moi, je pense, elle et moi, on aime quelque part les hommes d'un bon niveau socio-culturel, avec une présence et le pouvoir. Alors, on va remonter dans le temps pour comprendre pourquoi vous êtes devenue, vous, aussi exigeante avec les hommes. Vous avez grandi dans quel milieu social, justement? Moi, je viens d'une famille bourgeoise de Hollande, je suis hollandaise. Si vous avez pu comprendre, peut-être. Et j'ai une éducation plutôt assez classique.
serrée, avec beaucoup de règles, et très saine. Et mon père est directeur d'une entreprise, ça marchait très bien pour lui, sa propre entreprise, tout simplement. Et voilà. Et après, je suis partie à Paris. À quel âge? Je suis partie à Paris vers 23 ans, après mes études de hotel management. Et, pourquoi Paris? Ah oui, je suis partie vivre à Paris. Pourquoi? Parce que parce que je trouve le français, sont des hommes élégants, avec un savoir-vivre, et je ne trouve pas toujours ça avec les Hollandais. Alors, c'est-à-dire que vous êtes venu à Paris pour trouver un fiancé? J'ai quitté Paris parce que je suis une aventurière déjà. Je suis très curieuse. J'aime bien connaître les choses que je ne connais pas encore. Je suis partie à Paris comme ça, complètement sans rien. Et j'ai trouvé un travail dans l'hotel management très rapidement. Et c'est là-bas où il y a un photographe qui m'a vu. J'ai perdu 10-15 kilos, 10 kilos par 15, 10 kilos. Et j'ai commencé à travailler comme mannequin très rapidement. D'accord, très bien. Alors, cette carrière de mannequin vous a ouvert les portes d'endroits chics et branchés de la capitale. Vous fréquentiez quel genre de personnes lors de ces soirées? Quand on est mannequin, on a beaucoup d'avantages. Je pense pour les soirées de haut de gamme, de VIP. On évitait un peu partout. Et il y a des hommes en question qui veulent que tu les accompagnes dans une soirée pareille. Ils t'habillent les pieds jusqu'aux têtes. On est très, très gâtés par eux. Parce qu'ils veulent que tu es le plus belle dans la soirée. Parce que c'est très bien pour eux, c'est les hommes qui veulent une femme qui sont physiquement très belles. Donc, j'étais très, très gâtée de ce côté-là. Mais c'est resté là. De temps en temps, ils me demandent des autres choses à faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'était non. J'étais juste pour être à côté d'eux, pour avoir une belle présence, mais c'est tout. D'accord. Ils vous faisaient des cadeaux? Oui, le vêtement surtout, le vêtement et les bijoux, parce que les gens veulent que tu les accompagnes. Dans le grand bal en Suisse, c'était aussi... je ne sais pas, moi, on ne m'a jamais demandé ça. Ça. Non, ça m'étonne. Je ne te crois pas, là. Non, jamais, jamais. C'est vrai, en plus. Tu as un petit bijou d'un homme? Ah si, mais pas pour l'accompagner comme ça et faire de la figuration. Moi, oui, mais quelque part, c'était une époque, je ne le ferai plus non plus maintenant, c'est clair. Mais à cette époque-là, c'était une manière, quelque part, d'entrer dans le milieu, plus ou moins la paillette, qui était amusante pour moi à cette époque-là, parce que je ne sors pas de tout de là, justement. Et c'était amusant pendant quelques années, mais j'en avais vite fait marre, de toute façon. Alors, ce train de vie de princesse a duré pendant 2 ans avant que vous ne décidiez justement de renoncer au podium. À ce moment-là, dans quel domaine d'activité vous vous êtes reconvertie? Après le mannequin, je suis devenue comédienne, chanteuse, présentatrice de télévision sur le 3. Et, sur la 3? Oui, sur le 3, avec Caroline Tresca. Oui, France 3, oui. Ah oui? Ouais. J'ai fait ça quelques saisons. Et, vous faisiez quoi? J'ai joué, j'avais une rubrique qui s'appelle Le Tombeur, à cette époque-là. Et en même temps, j'achetais Caroline souvent dans les autres reportages. Parce que j'ai fait rire beaucoup de monde. D'accord. Encore maintenant, je pense, parce que j'ai un accent pas possible. Ouais. Et cette époque-là, largement pire, je pense. Ouais. Je disais la phrase qui faisait rire tout le monde, c'est le public m'aimait. Voilà. D'accord. Donc, vous avez fait de la télé. Et puis, finalement, qu'est-ce qui vous a décidé à mettre cette carrière de côté? Carrière d'actrice et de présentatrice télé. J'ai rencontré mon ex-mari. Un homme charmant, un bel homme, beau, riche et intelligent. Enfin, le rêve d'une femme, quelque part. Il avait des yeux d'enfer. Et je tomberais à dingue de lui. Et, il faisait quoi, lui? Lui était un très bel poste. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de moyens. Et il travaillait pour lui-même. Mais il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour lui. Je ne peux pas dire exactement, mais enfin, il avait un très bon poste. Et quand je l'ai rencontré, oui, j'ai marié avec lui. Non, mais lui, il était libre quand vous l'avez rencontré? Oui. Quand je l'ai rencontré, il était libre. Il avait 3 ans plus que moi, parce que j'aime les hommes de mon âge, par contre. Et il avait quelque part, j'ai eu un coup de foudre pour lui, tout simplement. Et après 3-4 mois, on a déjà dit, on va faire un enfant, parce qu'on voulait tous les deux faire un enfant. C'est un tour de Saint-Valentin. C'est notre fille, s'appelle Valentina, elle est là. Et en public. Et j'ai arrêté de travailler tout de suite pour m'occuper de ma fille. Et j'avais ras-le-bol la vie de paillettes aussi. Ouais. Quel train de vie vous meniez avec cet homme-là?
Oh, j'avais tout ce que je voulais. Cet homme était généreux avec moi. Je m'occupais que de ma fille. On est parti partout où je voulais. J'avais vraiment une vie de rêve. Mais malheureusement, j'ai voulu arrêter ça parce que, côté caractère, ça ne passait pas très bien. Trop de disputes. Oh, je préférais carrément d'arrêter cette belle vie et de recommencer en zéro. Donc vous vous êtes séparés et vous êtes retrouvés dans quelle situation après votre divorce? Après mon divorce, c'était plutôt très très dur parce que j'étais mariée à séparation de biens. Après mon divorce, je ne me trouvais pas avec grand-chose. Et parce que j'aime la belle vie, coup de garde, il faut faire quelque chose. Il faut trouver quelque chose qui n'existe pas encore. J'ai mon 2 neurones qui restent dans ma tête, je vais le faire réfléchir. Et j'ai trouvé un concept qui s'appelle une rencontre agence matrimoniale haut de gamme. Alors, vous allez nous raconter ça tout à l'heure, mais quand même, après votre divorce, vous êtes tombée malade aussi. Oui, j'ai eu un cancer. Je me trouve dans un petit appartement en banlieue, avec un cancer, malade, etc. Et sans beaucoup d'argent. Et je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est dur, hein, dans ces cas-là. C'est très, très, très dur, mais il faut avoir la volonté de vouloir de se réaliser. Quelque part, pour moi, c'était quelque chose de superbe qui m'est arrivé. Parce que grâce à cette maladie et le divorce, j'ai enfin pu me réaliser et d'être indépendante, totalement, et de faire quelque chose que j'aime faire. C'est de rendre les gens heureux. Voilà, la vie est belle. Oui, donc c'est ça, il faut parfois se retrouver confronté face à soi-même pour trouver son chemin, son vrai chemin. Pour trouver son propre chemin qui ne passe pas par un autre, non, qui passe par soi. Ouais. Mais effectivement, avec beaucoup de souffrance, hein, parce que d'être malade physiquement, de se retrouver atteinte dans son intégrité physique, d'être complètement démunie, c'est vraiment une épreuve du feu par laquelle vous êtes passée. Moi, je pense pour s'en sortir, il faut être au bout de trou. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On peut faire 2 choses. Ou on s'en sort bien, ou sinon c'est foutu et tu viens un mendiant, tu demandes aide à tout le monde. Et moi, j'ai quelqu'un avec beaucoup de personnalité et beaucoup de d'avoir envie d'avoir une réussite, quelquefois professionnelle, et me battre et pas de me laisser faire. Et ça m'a donné une force énorme. Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour. Que vous inspirent les témoignages de Nadine et de Gerda? Mais tout simplement qu'à travers ces 2 témoignages, je me retrouve un petit peu dans ce sens où ce sont des femmes de caractère quand même si effectivement elles ont été avec des hommes qui ont eu le pouvoir. Moi j'aime aussi, alors le pouvoir non, par contre moi c'est quelque chose que je n'aime pas, que je ne supporte pas. Par contre, oui, un homme qui est épanoui, un homme qui assure sa carrière, un homme qui prend soin de moi, un homme qui peut m'apporter des choses que je n'ai pas ou que je ne peux pas avoir, oui, là, je me retrouve dans ces 2 témoignages. Alors, vous avez grandi dans un milieu plutôt modeste. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Oh, je garde un merveilleux souvenir de mon enfance. Toute petite, moi, j'étais une petite paysanne, puisque j'ai été élevée à la campagne, donc dans une ferme, où il fallait travailler. Il fallait vraiment travailler. C'était très difficile parce que de plus jeune âge, il fallait apprendre à vraiment s'occuper de la ferme, que ce soit à tout niveau, que ce soit les bêtes, que ce soit les fenaisons, les moissons, les travaux de ferme. Donc il fallait quand même les faire. Et savoir également tenir la maison, savoir cuisiner, parce qu'on apprenait tout ça à la ferme. Donc ça a été très dur à ce niveau-là, mais par contre un épanouissement total au niveau de l'enfance, avec des valeurs, avec des choses saines, avec des choses vraies, tout simplement. Alors, vous êtes mariée à l'âge de 18 ans. Oui. Avec qui? Avec le papa de mon fils, donc que j'ai rencontré notamment à la campagne, puisque je l'ai rencontré à 15 ans et demi. Donc nous sommes fréquentés pendant 3 ans, puisqu'ensuite, moi, je suis restée pendant 7 années au couvent pour suivre les études. Et le 4 août, j'ai eu 18 ans et le 13 août, nous nous sommes mariés. Alors, à quoi ont ressemblé les années qui ont suivi votre mariage? Là, vous avez quitté la campagne pour aller vivre où? À Paris, puisque mon grand rêve, c'était de venir à Paris.
Et comme je ne pouvais pas venir à Paris sans être mariée, ça c'était quelque chose qu'il fallait. Ma mère ne voulait absolument pas que je parte à Paris sans avoir l'assurance que j'étais avec un homme qui pourrait prendre soin de moi. Parce que Paris, ça semblait tellement, voilà, c'était pas très quelque chose de, voilà. Et moi, comme je voulais faire une petite carrière dans la comédie, la chanson, donc c'était plutôt aussi mon but, hein, c'était mon rêve, qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et donc je me suis mariée et les années ont été fabuleuses, merveilleuses. Ça a été mon grand amour. Ça a été mon grand amour, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous nous sommes séparés. J'ai eu mon fils donc, à 20 ans et nous nous sommes séparés parce que, sûrement moi, très jeune. Donc, et puis avec tout ce qui peut se passer dans un couple, hein, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde, il y a des petites disputes, on n'a plus les mêmes envies aussi. Et puis voilà, on se sépare. Bon. Alors, quand vous êtes séparés, après votre divorce, vous avez enchaîné les rencontres. Oui. Quel style d'homme vous êtes-vous mise à fréquenter? Alors, plutôt des hommes avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme, beaucoup d'élégance et aussi une situation qui soit quand même plutôt agréable. Vous les trouviez où? Bon, n'importe où, dans la rue, en discothèque, au restaurant, dans des soirées, un petit peu, voilà. Moi, j'aime bien laisser la magie opérer. Donc, je cherche pas. Je cherche pas. J'aime bien séduire, mais j'aime qu'on me séduise beaucoup. Mais j'aime la magie de la rencontre. La magie du regard, la magie... Alors, vous avez enchaîné les rencontres, c'est-à-dire vous avez enchaîné les histoires ou ça se limitait juste à de la séduction? Non, ça allait beaucoup plus loin. J'ai vécu de belles histoires, beaucoup de belles histoires. Beaucoup? Oui. C'est-à-dire? Oui, beaucoup de belles histoires qui duraient pas. Ça pouvait durer entre 1 mois, 6 mois, voire plus, puisque j'ai eu quand même 5 belles histoires qui ont beaucoup duré. Ça durait pas plus? Mais parce que simplement, je pense qu'à un moment donné, on regarde peut-être ailleurs, que ce soit l'homme, que ce soit moi. Et puis ensuite, voilà, on est attiré par d'autres choses, peut-être. On essaie peut-être d'aller voir ce qu'on n'a peut-être pas, ou toujours à penser qu'on va trouver peut-être mieux ailleurs, ou peut-être différemment. Enfin bon, voilà. Mais toujours dans une qualité de vie. C'est pas simplement aller fréquenter pour fréquenter. C'est vraiment vivre de belles histoires. Moi, ce qui est important, c'est d'avoir des hommes qui soient très, très, très élégants, aussi bien dans l'apparence physique que dans leur façon d'être. Moi, ça, c'est très, très, très important. Il faut qu'ils aient une certaine culture. Moi, c'est important qu'on puisse discuter, qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse s'apporter. Et puis ensuite, qu'ils sachent aussi me rendre heureuse en me faisant des cadeaux, bien évidemment. Et vraiment être heureuse au quotidien. C'est changer beaucoup de choses. Quel genre de cadeaux vous souhaitez? Alors, j'ai pu avoir des bijoux, j'ai pu avoir aussi une voiture, j'ai pu avoir des voyages. Des cadeaux luxueux? Oui, des cadeaux luxueux, oui. Alors, vous avez finalement fait la rencontre d'un homme qui brillait, lui aussi. Vous nous direz tout à l'heure si cette histoire a été aussi brillante que vous l'espériez. Mais d'abord, on va regarder quelques messages de la rédaction. Quand Jean-Luc Delarue l'avait reçu, Célia avait 4 ans et demi et elle savait déjà lire et écrire. Et c'est rigolo d'apprendre à lire, écrire, raconter? Oui. Qu'est-ce que tu apprends en plus de l'école? La dictée, je fais du ski. De la danse? Oui, on fait du judo. Aujourd'hui, Célia a 12 ans. Quelle adolescente est-elle devenue? La réponse tout à l'heure dans l'Histoire continue. Vous aussi, vous pouvez témoigner sur notre plateau. Vous avez fait un déni de grossesse et vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte juste avant votre accouchement ou le jour même. À l'inverse, pendant plusieurs mois, vous avez été persuadée d'être enceinte, mais vous ne l'étiez pas. Vous avez fait ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Votre désir d'enfant était si fort que vous avez développé tous les symptômes de la grossesse sans être réellement enceinte. Vous pensant stérile, vous avez lancé une procédure d'adoption et c'est à ce moment-là que vous êtes tombée enceinte. Vous avez enchaîné plusieurs grossesses multiples alors qu'il n'y a aucun jumeau dans votre famille. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur notre site, rubrique Toute une histoire. Agent de renseignement, je préfère ce terme-là qu'agent secret.
C'était un très beau métier. Il faut bien que vous compreniez que la réalité, elle est tout autre. Je passais le plus clair de mon temps la nuit avec des grosses araignées ou avec des bestioles qu'avec des James Bond girls. Moi, les hôtels 4 étoiles, je ne les ai jamais pratiquement vus. Souvent, vous partez, alors tout le monde pense que ce sont des missions 3 jours, 4 jours, mais ça peut être des missions de 7 mois. Et dans certaines missions, c'est quand même l'horreur. Donc, quand vous rentrez, vous n'êtes plus le même homme, vos enfants, ils ont grandi, ils ne vous reconnaissent pas. Vous voyez un enfant qui est en train de se noyer, et vous ne pouvez pas bouger, parce que si vous bougez, votre identité va être dévoilée. J'étais tombé dans une spirale infernale dont j'étais incapable, seul, de m'en sortir. Je suis désolé, mesdames, mais 007, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Découvrez les aventures incroyables de Thierry, bientôt dans Toute une histoire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, pour vous remercier de votre fidélité, nous organisons un jeu concours. Dès à présent, postez sur Facebook ou sur Twitter les meilleures photos de vous regardant Toute une histoire. Le grand gagnant aura la chance de venir passer une journée dans les coulisses de l'émission. Toute l'équipe de Toute une histoire est impatiente de découvrir vos plus beaux clichés. Alors, prenez vos appareils photo et cliquez. Bienvenue pour la suite de notre émission. Pour séduire les femmes que je reçois aujourd'hui, il ne suffit pas simplement d'être beau et intelligent. Il faut aussi avoir les moyens. Et si certains de nos invités ont trouvé cet homme idéal, d'autres sont toujours à la recherche de celui avec lequel elles n'auront plus à se soucier du lendemain. Et ce dernier point est très important pour notre prochaine invitée. Bonjour Nouria. Alors, vous êtes célibataire. Oui. En quoi le critère que je viens d'énoncer est-il primordial à vos yeux? Comme le disait notre psychologue, le mot sécurité va revenir tout de suite à mes yeux, puisque j'étais dans l'insécurité. Et la sécurité, en quelque sorte, me protège et protège mes enfants. Vous êtes née en 1967 de parents immigrés. Oui. À l'âge de 19 ans, vous avez quitté votre famille suite à différents conflits. Quel était votre quotidien dans la rue, là, parce que vous avez été dans la rue? Oui. À quoi vous vous raccrochiez pour tenir le coup? Ça va aller mieux après. Je pleurais pas parce que c'est pas des pleurs de faiblesse, bien au contraire. Je suis quelqu'un de très très forte. Mais le combat déjà en tant qu'humain, de survivre dans la rue, la journée dans les rues, le soir dans les métros, avec toutes les violences que ça peut comporter. Il y avait très peu de femmes dans la rue. Et donc, il y a eu différentes agressions. On ne rentrera pas dans les détails, mais... Ça a duré longtemps, cette vie-là? Oui. Combien de temps? Quelques années. Mais... Vous rêviez à quoi? Écoutez, j'ai toujours été une enfant rêveuse. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, je rêve toujours de me dire un jour, il y aura un prince charmant qui va venir me prendre, m'aimer pour ce que je suis. Et puis, ça sera une jolie histoire d'amour. Donc oui, cette étincelle a toujours été là. Et cette étincelle m'a aidée. Alors parce que donc après ces années d'errance dans la rue, vous avez finalement croisé la route d'un prince charmant, oui, qui vous a offert un toit. Effectivement, j'ai rencontré un homme, mais j'étais beaucoup naïve. J'étais vierge, j'étais beaucoup naïve et je tombais sur un homme effectivement charmant. Pour moi, je me suis dit, ça va être le bout de l'infortune, matérialisée bien sûr dans mon esprit, mais l'infortune des douleurs, des blessures. Mais derrière l'arbre se cachait la forêt, alors je rejoins ma petite camarade. Alors j'avais des cadeaux, mais psychologiquement ça a été très dur parce que de la rue, je me retrouvais effectivement avec des bijoux en or. Bon, j'étais jeune et j'étais jolie à l'époque, mais alors je me suis dit, voilà, une page est tournée, une autre histoire démarre. Cet homme me voulait du bien.
Et j'ai eu une voiture, j'ai passé mon permis, parce que toujours cet esprit d'indépendance, toujours cet esprit féministe. Et j'en ai, Sophie, j'avais prévu parce que je savais que j'allais pas tenir. Enfin, je me répétais, je ne pleurais pas. C'est pas des larmes de faiblesse parce que les larmes, c'est quelque chose de naturel, ça fait partie de notre corps humain. Mais alors, j'ai fait des voyages. C'était merveilleux. Entre mon pays d'origine et les voyages que j'ai faits, je l'avoue, c'est mérité, ça a été honnête. J'ai fait pas mal de pays dans le monde. C'était merveilleux, je mangeais à ma faim. Enfin, c'était vraiment, on était dans une vie de pauvreté, de clochardisation à une vie de prince. Mais vraiment, j'étais vraiment une princesse. Je me suis dit, mais c'est bon Dieu. Enfin, je suis quelqu'un de croyant malgré tout, mais je me dis, ça y est, le bon Dieu m'a offert une belle vie. Et il était magnifique, grand, comme j'aime un peu l'aspect. Fort, la sécurité, que je vous disais le mot, c'était la sécurité, la protection, parce que j'ai besoin d'être protégée. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est séparés. Donc, vous êtes à nouveau retrouvée dans une situation difficile après votre séparation ? Tout à fait, Sophie. Actuellement, pourquoi je viens dans cette émission ? Oui, je rêve du prince charmant. Je rêve du prince charmant qui va pouvoir me mettre en sécurité, on va manger bien et que je ne vais pas compter les yaourts dans le frigo, je suis désolée de craquer. Et puis, pour une fois, je suis heureuse. Mais vous travaillez aujourd'hui ? Oui, je travaille. Moi, j'ai toujours travaillé. Est-ce que vous en êtes encore aujourd'hui à chercher un homme qui a de l'argent et qui vous offre une vie de rêve ? Ou vous avez envie d'autres qualités qui compteraient peut-être un peu plus que celle-là ? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue beaucoup sur le quotidien. Je ne suis pas quelqu'un de vénal, matérialiste, mais en même temps, je suis honnête avec moi-même et objectif. Oui, j'aimerais me poser la tête sur quelqu'un. Oui, j'aimerais que la personne, matériellement, ait les moyens, j'assume. Mais pas seulement, j'aimerais vraiment... Et s'il n'est pas grand, s'il est petit ? Enfin... Et puis, ce que j'aimerais, c'est soit qu'il sera romantique. Parce que je pense qu'il y a des hommes comme il y a des femmes romantiques. J'y crois honnêtement. Et cultivés, qui m'apprennent plein de choses. J'ai beaucoup de carences. J'apprends de mon côté, je lis beaucoup de bouquins. Je vais faire prendre des études. Oui, j'aimerais qu'intellectuellement, il soit là. Alors, ça peut être un écrivain, ça peut être un philosophe. J'aimerais bien ce côté-là, ce côté vraiment, ce charme intellectuel. Alors oui, matériellement, je le dis tout de suite, je ne vais pas prendre un smicard. C'est clair, net et précis. Donc un écrivain qui vend beaucoup de livres. Oui, ou ça existe, hein. Ça existe. Voilà, ça existe, mais intellectuellement, j'ai cette soif d'apprendre, j'ai cette soif d'admirer cette personne-là, oui. Le charisme, justement, fait que moi, ça serait ces critères-là. Bon, Frédéric, quelle lecture vous faites ? D'abord, ces larmes sont touchantes. Oui. Pourquoi elles sortent comme ça, ces larmes, aujourd'hui ? Vous n'arrêtez pas de dire que ce ne sont pas des larmes de faiblesse. Ce sont des larmes de quoi ? Sophie, vous savez, on a un corps. On a un corps humain, on a un cœur. Et notre corps est la radiographie de notre vie. Et qui dit radiographie de notre vie, dit une âme. Et c'est pas évident. C'est pas évident de parler de soi. Faut être honnête. J'ai horreur des masques. Et je suis venue pour cette émission, dans cette recherche, mais en même temps, il y a un passé. Et le passé, parfois, il peut être douloureux. On parle de soi. On est à nu. Donc, je ne vais pas arriver en fanfare en disant, écoutez, je me suis fait éclater dans les métros, dans la rue, je me suis fait voler, je me suis fait agresser. C'est antinomique. Frédéric. C'est toute cette souffrance, en fait, qui vous fait verser ces larmes. Oui. Elle est encore là, toutes ces blessures, elles sont à vif. Oui. Et il y a tout un décalage, en fait. Il y a deux discours. Il y a le discours de la femme qui a affronté toutes ces épreuves, qui est pleine de ressources, qui a trouvé un travail, qui est autonome. Et puis, il y a la petite fille blessée. Et c'est cette petite fille blessée qui cherche un sauveur. Un sauveur qui n'existe pas, c'est-à-dire le prince charmant, qui a toutes les qualités, qui est écrivain, qui est cultivé. Alors, carrément, vous dites que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Franchement, c'est réjouissant, Frédéric. Franchement. Non, le prince charmant, c'est une histoire de petite fille
Et ça vous empêche de rencontrer un homme qui sera peut-être pas très riche, mais qui pourra être réconfortant, qui pourra être bienveillant, qui pourra vous apporter la protection dont vous avez besoin, parce que vous avez manqué beaucoup de protection. Et une femme dans la rue est extrêmement exposée. Et c'est toute cette violence qui vous est restée, toutes les agressions que vous avez subies, qui ont fait qu'à un moment donné, au niveau affectif, vous êtes resté là, dans toute cette souffrance. Et c'est la petite fille blessée qui cherche le sauveur et qui empêche du coup la femme que vous êtes aujourd'hui de voir qu'elle a plein de ressources et que la culture, elle peut aller la chercher elle, qu'elle peut se cultiver, qu'elle peut faire des choses, qu'elle peut construire cette réussite et que ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Alors, et c'est à ce moment-là que vous rencontrerez un homme bienveillant, pas un prince charmant, juste un homme bienveillant qui a des qualités et des défauts, mais qui pourra vous apporter le réconfort et le soutien dont vous avez besoin. Et il ne sera pas forcément riche. Mais c'est pas pour ça que... il pourrait être riche intérieurement. Oui, aussi, mais il pourra nourrir les besoins que vous avez, besoin de sécurité, besoin de protection. Mais ça vous empêche de voir aussi les ressources que vous avez, Nouria. Vous en avez beaucoup pour avoir survécu à ça. Et vous êtes construite malgré toutes ces épreuves. On se construit dans n'importe quelle coquille, j'en conviens. N'importe quelle coquille, on se construit. Mais... je suis en droit de rêver d'un prince charmant parce qu'on est 64 millions en France, mais sur la planète, on est 7 milliards. Ah non, donc mais je vous me avez dis que le droit. matériellement, il existe un homme qui, justement, matériellement, a justement cette possibilité-là, mais que lui aussi recherche l'amour, qui lui aussi voudrait apporter de la sécurité, de la protection. Mais et de c'est l'amour. rechercher l'amour, c'est pas le prince charmant, parce que le prince charmant, c'est justement une enveloppe, une coquille, et quelque chose qui n'a pas de matérialité. Vous voyez, vous le représentez grand, mais un homme peut être tout petit et très protecteur, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. Dans mon inconscient, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il soit grand, c'est parce que c'est ce côté de protection. C'est la petite fille qui a forgé ce personnage de sauveur. Tout à fait. Alors, il est temps d'ouvrir la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée « Vie rêvée » ou « Prison dorée ». Et on va revenir au témoignage de Gerda. Vous êtes arrivée en France à l'âge de 23 ans et très vite, vous avez baigné donc dans un milieu aisé. Vous avez alors rencontré votre mari, un homme intelligent, beau et riche. Et vous êtes séparés au bout de 11 années d'amour et vous avez dû repartir à zéro. Ouais. Après un passage à vide de 3 années, difficile parce que vous étiez aussi malade en même temps. Vous aviez aussi votre fille à élever. Heureusement, vous aviez beaucoup d'amis autour de vous. Qu'est-ce que vous avez décidé pour vous en sortir? Pour s'en sortir, mais pas que je me sentirais un peu... J'avais quelque part envie de recommencer la vie un peu comme avant, d'avoir la moyenne. Je trouve en sec, plus de l'argent, plus rien. Écoute, Gerda, il faut trouver un travail maintenant pour lequel tu peux gagner de l'argent. Quelque chose que tu aimes faire. Parce que quand tu es malade, tu penses que tu peux mourir le lendemain. Quand tu as un cancer, c'est une maladie un peu galère, difficile, supportée psychologiquement. Tu penses toujours que tu vas retomber. Alors, je commence à organiser des soirées célibataires pour de haut de gamme. Je les rencontre haut de gamme dans des endroits très très connus à Paris. Et je fais une soirée comme ça pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et les gens étaient hyper contentes. J'ai fait un deuxième, un troisième. Après, j'ai monté une agence matrimoniale haute de gamme. Ça veut dire quoi, haut de gamme? Haut de gamme, c'est un bon niveau socio-culturel. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui participent à ces soirées ont forcément les moyens. Et les hommes aussi. Ouais, les hommes et les femmes. C'est une égalité pour moi. Maintenant, actuellement, les hommes et les femmes sont égales. Actuellement, on est comme au XXe siècle. Et les hommes et les femmes sont indépendants financièrement, c'est obligatoire. Ils sont en élégance, ça va vivre. C'est vous qui les sélectionnez? Ouais, tout le monde. Alors, c'est lors de ces soirées, assez malin d'ailleurs d'organiser des soirées pour célibataires, que vous avez eu l'idée de mettre votre expérience au profit des autres et vous avez alors mis au point un site de rencontre, donc un peu particulier, l'amour haut de gamme. C'est le titre du... Une agence matrimoniale haut de gamme, pas un site de rencontre, c'est une agence matrimoniale haut de gamme. D'accord. Ouais. Ok. Alors, l'amour haut de gamme, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Au Vésinet, près de Paris. Dans cet hôtel particulier, Gerda a installé son agence matrimoniale. Une agence dont les clients sont triés sur le volet. Seuls peuvent en faire partie les riches célibataires. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va? Ouais. Ça fait longtemps? Aujourd'hui, elle reçoit Georges, un homme d'affaires libanais. Et tu aimerais bien que ta femme donnera un coup de main plus tard dans ton Oui, business? avec plaisir, oui. Oui, bien sûr, je préfère une femme businesswoman. Businesswoman? Oui, bien sûr. Je suis en train de chercher une femme qui m'aime, qui est indépendante financièrement. Il faut avoir ces critères, sinon on ne peut pas entrer dans cette agence. C'est très simple. Je veux les gens vraiment peu homogènes. Parce que les gens qui viennent me voir, ils ont envie de rencontrer les gens de même niveau socio-culturel. Je pense à quelqu'un qui est pauvre, je ne pense pas qu'elle peut être heureuse avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y a trop de différences des niveaux socio-culturels. Et je ne pense pas que ça peut marcher de toute façon. Il vaut mieux laisser les gens où ils sont, il faut se retrouver entre eux. Dans sa jeunesse, Gerda était modèle. Pendant cette période de mannequinat, elle intègre la haute société parisienne et très vite prend goût au luxe. À la bonne année, c'était une première photo que je faisais quand je suis arrivée à Paris, avec un photographe génial. Et j'ai commencé comme mannequin, ça c'est la première série de photos. C'était génial, on sortait souvent, et je rencontrais le monde extraordinaire, les hommes d'affaires, les gens même dans la politique. Ah oui, c'est là où la belle vie a commencé, la vie de luxe, la vie de rêve. Moi, j'ai eu la chance de la vivre. Depuis cette époque, Gerda a toujours été en couple avec des hommes riches. En ce moment, elle partage sa vie avec un homme d'affaires belge qui n'hésite pas à la couvrir de cadeaux. Le dernier en date, ce manteau en poil de renard blanc. C'est pas le bon moment, mais on va essayer quand même. Hein. C'est très, très, très chic. Quand cette chef d'entreprise n'est pas à son agence, elle aime venir ici, au club de golf, où elle retrouve des personnes de son milieu. En quête de clients potentiels pour son agence, Gerda n'hésite pas à accoster les hommes. Moi, je me présente. Gerda? Nicolas. Nicolas? Bonjour, Yann. Yann, ok. Mais je crois qu'on doit partir là bientôt. Hein? Eh ben, on attend qu'ils partent là, c'est bon. On attend qu'ils partent. Vous jouez souvent ici? De temps en temps. De temps en temps, oui. Tu es marié, toi? Eh oui, Non, je suis pas marié. Je suis en concubinage. Bah, c'est bien aussi. Eh oui, ouais. Concubinage, c'est plus de monde qui font ça maintenant. Hein? Oui, donc on va se paxer et après le pax, sûrement le mariage. Ah, bah, c'est super. Le crescendo, étape par étape. Voilà. Génial. Mauvais casting cette fois-ci. Pourtant, le club de golf reste un vrai terrain de chasse pour Gerda. Hors de question de repartir sans un nouveau client. Alors qu'elle est sur le point de quitter le golf, Gerda tente une dernière approche. Venez me voir une seconde. Venez, je vous... Une seconde. Non, j'ai la chance de rencontrer haut de gamme et les hommes comme vous, c'est le bienvenu. C'est vrai? Oui. Ça fait très plaisir de vous parler. Vous êtes célibataire par hasard? Oui. Non, en plus? Oui, je cherche la job. C'est vrai? C'est vrai, exactement. Paris gagné, rendez-vous est pris dans son agence avec ce célibataire. Alors, Gerda, nous l'avons vu dans le reportage, vous êtes aujourd'hui une femme comblée parce que vous avez rencontré l'amour. C'est quoi? C'était l'un de vos clients que vous avez rencontré? Non. C'est quelqu'un qui m'a vu à la télévision. Oui. J'étais un passage à la télévision, un reportage que j'ai fait sur une autre chaîne. Il m'a vu dessus et dans cette émission, j'ai indiqué que j'étais célibataire. Il m'a rencontré comme ça, il m'a appelé aussi vite derrière. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'est une histoire d'amour? Oui, c'est une histoire d'amour qui dure, qui n'est pas aussi longtemps que ça. C'est depuis 1 an, on est ensemble. Et ça se passe bien, il habite en Belgique. Moi, je suis à Paris. So, quelque part, je garde mon indépendance. Et vous êtes vraiment amoureuse ou vous êtes surtout amoureuse de son argent? Remettre son argent, quand je vais faire ça, je peux trouver beaucoup mieux, je pense. Comment? Quand je vais vraiment chercher quelqu'un pour l'argent, tu peux trouver beaucoup mieux que ça. C'est un homme qui a de l'argent, qui a beaucoup de moyens, mais c'est pas ça pour moi qui est important. L'important pour moi, c'est d'être bien avec quelqu'un, de l'aimer, de l'admirer, d'être bien avec tout simplement. Après qu'il y a de l'argent en plus, c'est un plus. Mais c'est pas ça ce que je cherche dans une relation, non? Non.
L'argent est-il synonyme, Frédéric, de virilité? En tous les cas, c'est un attribut de pouvoir, à défaut de virilité, et de pouvoir et de charisme. Donc l'argent permet de nouer des relations qu'on ne pourrait pas nouer d'une autre manière. Mais c'est plus un attribut que réellement voilà, un élément de la personnalité. Et dans ce type de relation où on choisit l'autre pour des attributs qui représentent le pouvoir ou le charisme ou la sécurité, ben, le risque, c'est qu'à l'intérieur de la coquille, il y ait pas, voilà, il y ait autre chose. Et c'est un peu le risque de ces relations, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes dont on ne connaît pas vraiment la personnalité et qu'on la découvre par la suite. Et moi, je reçois beaucoup de femmes qui sont un peu déçues par ce genre de relation parce qu'elles se rendent compte que finalement, être dans une cage dorée comme ça, c'est être sous la coupe de quelqu'un dans certains cas, c'est aussi être considéré plus comme un objet, comme un attribut décoratif, plutôt que comme une vraie personne. Alors je ne dis pas que toutes ces relations sont de cet ordre-là, mais c'est le risque. Nadine, vous aviez toujours rêvé d'évoluer dans un milieu aisé et c'est à l'âge de 25 ans que vous êtes tombée amoureuse de votre patron, un homme qui correspondait totalement à vos attentes puisqu'il avait une très bonne situation et qu'en plus il était élégant, rassurant, etc. Donc vous avez noué une relation avec lui. Oui. En quoi votre quotidien a-t-il changé? On s'est mis en ménage assez rapidement. Il vous a épousé? Oui, on s'est mariés pas très longtemps après, enfin 1 an et demi après. J'ai emménagé d'abord dans sa maison avec toute la petite tribu, ma fille et ses 2 enfants. Et puis il voulait que, comme il a un fils handicapé, il voulait que je m'arrête de travailler pour m'occuper des enfants. Puis non, moi je ne voulais pas rester à la maison, je voulais m'épanouir dans mon travail. Je suis curieuse de tout, donc je voulais bien une belle maison, des belles choses, mais je voulais aussi travailler. Donc j'ai continué à travailler, ce qui m'a permis d'être très épanouie dans mon travail parce que quand quelque chose ne me plaisait plus, que j'avais fait le tour de la question, je changeais de travail. Et puis quand il y a aussi un patron qui m'exaspérait un peu, qui voulait avoir le dessus sur moi, malgré que je faisais bien mon travail, ça ne me plaisait pas, donc je m'en allais. Je savais que j'avais la sécurité derrière, donc j'étais épanouie en fait. Voilà. C'est cool ça. Ah ouais, cool, très cool, ouais. Ouais. Alors, vous avez également réalisé l'un de vos rêves et vous avez tenu à le faire seul, ou presque. Oui. De quoi s'agissait-il? J'ai quand même l'âme commerçante, vu que mes parents étaient des commerçants. Mon mari, à un moment donné, il a été muté et puis je ne trouvais pas de travail parce qu'à 40 ans, j'étais déjà trop vieille, paraît-il. Donc, j'ai créé ma première boutique. Et bon, j'avais besoin de mon mari pour financer le projet, donc il fallait qu'il se porte caution. Mais bon, j'ai assumé toute seule les remboursements. Une boutique de quoi? De prêt-à-porter. Et donc, j'ai toujours mené à bien mes magasins. Il était là pour ma décoration, me changer les étagères, me refaire du papier peint, me remettre de la moquette, parce qu'en fait, c'était un très bon bricoleur. Ah, c'est lui qui le faisait lui-même? Oui, parce qu'il est très maniaque et... dès que j'avais affaire à une entreprise, c'était jamais bien fait. Alors, il recommençait. Donc, en fait... Ça, c'est pas trop handicapant au quotidien, le fait d'être avec un maniaque? Non, parce que je le suis également. Donc, ah bon, alors ça va. Vous pouvez demander à ma fille, à ma petite fille, je suis une hyper maniaque, donc ça se passe très bien, on est 2 maniaques ensemble. Vous êtes maniaque sur les mêmes trucs? Ah oui, pareil. Bon, ça va. Alors, ça fait aujourd'hui 33 ans que vous êtes mariée. Oui. Vous êtes toujours aussi amoureuse? Ah oui, toujours. Au bout de 33 ans? Oui, toujours. Il m'a apporté 35 ans de bonheur. J'ai eu une belle vie, j'ai eu tout ce que je voulais, des cadeaux, une belle maison, bien décorée. Alors, quand vous dites ça, évidemment, tout le monde vous envie, toutes les femmes vous envient. Je me doute. Alors, mais bon, donc juste, qu'est-ce que vous diriez? Évidemment, vous n'avez pas eu tout ça comme ça, j'imagine. Il a fallu aussi que vous donniez, vous. Oui, oui. Alors, vous diriez quoi? C'est quoi le secret de 33 ans de bonheur? Bien sûr, on a 2 caractères
caractère très fort parce que c'est lui qui m'a apporté ma personnalité en fait, parce qu'il me mettait toujours en avant. Si tu es capable de faire ceci, tu es capable de faire cela. Il m'a donné beaucoup de personnalité, donc je me suis épanouie dans mon travail. J'étais sûre de moi. Donc, vous dites quoi? Que vous avez eu beaucoup de chance? Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. C'était vraiment le hasard de la vie qui a vraiment bien fait les choses. Bon, notre parcours, il a été aussi avec des embûches, mais des embûches qu'on a toujours relevées à deux, en fait. On s'est toujours bien complété, mais bon, c'est vrai qu'on s'est beaucoup disputé aussi, mais toujours réconcilié. En fait, on se disputait pour des petites bêtises. Un vrai couple vivant, quoi. Oui, ça, on vit chez nous. Oui. Mais on ne casse pas la vaisselle non plus, donc ça va. Frédéric, un regard? Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette relation lui a donné confiance en elle. Et c'est bien que vous ayez aussi trouvé votre autonomie professionnelle, de ne pas juste être resté à recevoir des cadeaux, etc., mais à avoir aussi fait des choses pour vous réaliser vous. Ça, c'est vraiment indispensable, comme dans l'histoire de Garda, c'est à un moment donné de se retrouver face à soi et de se dire, moi aussi, j'ai besoin, pas seulement la réussite de l'autre, mais besoin de me réaliser aussi professionnellement. Vous êtes tombé sur quelqu'un de bien, qui vous a mis en valeur, qui vous a donné confiance en vous. Voilà, qui fait mon petit déjeuner depuis 23 ans, tous les matins, qui m'épluche mon kiwi tous les matins. Eh ben, dis donc. Voilà, oui, il est en retraite depuis 22 ans, donc moi je continue à travailler. Il est à la retraite depuis 22 ans? 22 ans, oui. Donc il fait les courses, il fait à manger. Bon, il fait pas arrêtez, le ménage. Vous allez nous agacer à force. Hein. Ça suffit. Ça suffit. Nicole, après votre divorce, vous avez connu suffisamment d'hommes pour savoir ce que vous attendiez réellement en amour, et vous vous êtes convaincue qu'un homme riche saurait vous rendre heureuse. Il fallait qu'il ait d'autres qualités, j'imagine. Il faut qu'il ait surtout d'autres qualités. Ah bon? Oui. Quand même. C'est ce que je dis. Bon, le côté, effectivement, riche et très à l'aise apporterait vraiment le plus. Ça, c'est évident. La seule chose, c'est que moi, je ne veux pas que ça. Je veux tout le reste. Et alors, vous avez trouvé? Alors, j'ai effectivement, à une époque, rencontré plutôt, quelqu'un qui était effectivement comme cela. Et alors, vous avez une histoire avec lui? J'ai eu une grande histoire, oui. Vous parlez au passé, parce que ça n'a pas duré? Ça n'a pas duré. Pour quelle raison? Derrière tout ça peut se cacher toujours des choses dont on ne s'attend pas. Donc, on découvre aussi, au fur et à mesure, la personne. C'est ce qu'on disait. Et derrière l'apparence d'un homme, un grand homme d'affaires, riche, très, très épanoui dans sa vie. Hein, donc généreux, il vous faisait des cadeaux. Oui, ça vous alliez au restaurant, vous voyagiez. Oui, ça, on a fait beaucoup de choses. J'ai été très gâtée. Et je me suis très, très vite aperçue, en fait, que tous ces cadeaux, finalement, cachaient des choses derrière. Simplement qu'il avait très envie de m'avoir un petit peu comme son petit objet, là, où il est content de se promener avec moi dans la rue parce qu'il a une, je pense, jolie femme à ses bras à l'époque, et qu'il fallait absolument qu'il brille par son côté où je t'apporte, je t'offre, voilà. Mais c'était surtout pour lui une façon d'avoir un pouvoir sur moi. Vous allez comprendre, c'est que ces maîtres mots étaient tout simplement pouvoir, contrôle et respect. Si ça se passait comme ça dans la journée, tout se passait bien. Sauf que je suis une femme de caractère. Sauf que je veux bien certaines choses, mais il y a des choses que... Moi, ma liberté, elle est vraiment importante pour moi. Et il n'est pas du tout question, même si effectivement j'aimerais rencontrer une personne qui est très à l'aise, j'aimerais avant tout qu'elle ait des grandes valeurs. Des valeurs de cœur, des valeurs de vie, qu'elle soit très attentionnée. Ce n'était pas le cas? Alors, c'était le cas, mais à son niveau à lui. Donc, c'est vrai que c'était une personne qui avait des amis très, très haut placés et dans tous les domaines, et qu'il en jouait énormément. Donc forcément, si je ne disais pas comme lui, si je n'acceptais pas, il m'offrait beaucoup de vêtements, beaucoup de choses comme ça, mais c'était ses vêtements. En fait, il était content lorsqu'il m'achetait mes vêtements, mais en fait, c'était pour lui. Et si je n'acceptais pas de mettre les vêtements qu'il voulait, monsieur partait dans des colères extraordinaires. C'était quelqu'un de pouvoir, donc il fallait qu'il gère tout, aussi bien mon téléphone que mon ordinateur, que mes vêtements, il fallait qu'il les choisisse. C'est bien fait de partir. Voilà, donc très bien, grand homme d'affaires, je veux bien, mais il faut qu'il ait le grand cœur, il faut qu'il soit tendre. Il l'était, mais à sa façon à lui, parce qu'en fait, il ramenait en fait tout
à lui. Et ça, non, moi, très manipulateur. Et ça, non. Et vous êtes resté combien de temps avec lui? 1 an. Vous travailliez, vous Alors, je travaillais, donc après j'ai arrêté, bien évidemment, parce qu'il n'était pas question que sa femme, entre guillemets, soit à l'extérieur, parce que ce n'était pas nécessaire. Ça n'était pas vraiment nécessaire. Et puis, comme je ne travaillais pas forcément, j'étais là à la maison, donc on pouvait effectivement voyager, sortir. Mais voilà, alors donc, ça depuis, n'a pas... vous en êtes où? Ah ben là, on s'est séparés depuis très longtemps, puisque je suis partie du jour au lendemain. J'étais dans une prison dorée, ça s'appelle. J'étais, voilà. Et donc, comme je n'aime pas les prisons, je n'aime pas les prisons, mais moi, je préfère la cage dorée, mais il me faut la grande porte ouverte, moi, hein, sinon, c'est pas la peine. Alors, donc, vous êtes partie depuis combien de temps? Ça fait presque maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans. Alors, vous travaillez toujours? Ah ben là, j'ai repris le travail, c'est-à-dire que quand je suis revenue sur Paris, parce que je suis revenue sur Paris, il a fallu que je redémarre tout à zéro. Que je retrouve le travail, que je retrouve un appartement, il fallait que je refasse toute ma vie. Mais alors, j'étais très heureuse. J'étais très contente parce que j'avais retrouvé cette liberté, en fait, qu'il m'avait prise. Et il n'était pas question. Alors, vous recherchez quoi aujourd'hui? Je recherche, j'aimerais rencontrer en tout cas un grand homme. Quand je dis un grand homme, c'est un homme qui a des grandes valeurs. Un homme qui s'assume, bien évidemment, hein, et qui me permette en même temps... Alors, je n'ai pas besoin d'un homme pour avoir un homme. C'est juste que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui puisse aussi m'amener à réaliser ce que j'aime. Moi, j'aime la chanson, j'aime la comédie, j'aime la danse et tout ça. Donc, moi, j'ai des projets, j'ai des passions. Et ces passions, j'aimerais que quelqu'un m'accompagne, en fait, dans mes passions et que je puisse partager au quotidien ces passions, bien évidemment, parce que c'est un partage, mais les miennes, et qu'on puisse, effectivement, ensemble avancer et qu'on puisse, à grand âge que j'ai aujourd'hui, quand même, être un peu tranquille et ne plus être dans le besoin. Vous avez quel âge? Ça ne se demande pas, mais normalement, autour de quoi? 55 ans. Donc c'est vrai que... Vous cherchez quelqu'un de votre âge ou plus jeune? Non, plus jeune. Ah bon? Non, plus jeune, plus jeune. Bougar? Oui, je suis effectivement. Ah oui, c'est vrai. Ah, alors du coup, après ma séparation, bien évidemment, mon retour sur Paris, là je me suis dit, bon allez, il faut que je redémarre parce qu'il y a eu un peu de souffrance quand même pendant ces périodes. Hein, il y a quand même eu un peu de souffrance, mais comme je suis une femme de caractère et qui ne me laisse pas aller, je me suis dit, bon allez, il y a un casting, je vais me lancer dans un casting. Et c'était effectivement le casting et les élections de Miss Cougar France 2012. Et je me suis présentée et j'ai donc été élue Miss Cougar France 2012. Bravo. Voilà. Alors, comment on devient Miss Cougar? Il y a des exercices? Il n'y a pas vraiment d'exercice. Non, il n'y a pas d'exercice pratique. C'est-à-dire, alors on devient quoi? Miss Cougar sur un physique? Oui, c'est ça, en fait. Alors, les critères, c'est simplement à avoir au moins 40 ans. Mais qui compose le jury? Il y a des personnalités. Oui, il y a des personnalités. Il y a des gens de la télévision, il y a des gens du cinéma. Je serais curieuse de savoir qui a de la télévision, tiens, au jury de Miss Cougar. Et donc, ça s'est passé à la Villa d'Est à Paris. Et donc, c'est un comité qui est le comité Miss Paris. Bon. Et alors, donc, le fait d'avoir ce titre, ça vous a permis de rencontrer... Alors, je rencontrais déjà beaucoup de gens, bien sûr, mais là, ça m'a permis effectivement de rencontrer d'autres personnes, d'autres gens un petit peu plus, si vous voulez, plus jeunes, parce que bon, c'est vrai que moi, je préfère quand même les gens plus jeunes, les hommes plus jeunes en tout cas, et ça me permettait effectivement d'être invitée, d'être toujours invitée à des soirées ou à des choses, tout ce que ça. C'est pas compliqué d'avoir un homme plus jeune. Non, c'est pas compliqué du tout. Plus jeune, et en plus tu veux en plus une sécurité financière. Pourquoi vous ne la prenez pas dans votre dans vos soirées? Si, effectivement, il y a un homme d'une quarantaine d'années qui est charmant je ne fais pas de cougar. Comment? Je ne fais pas de cougar. Ah bon, d'accord, vous ne voulez pas de cougar? Non. Pourquoi? Mais c'est pas une maladie, hein? Non, pas du tout. Et je respecte tout le monde. Je suis quelqu'un de très tolérante. Moi, je suis spécialisée dans le haut de gamme, pas dans le cougar. Mais je ne suis pas une haut de gamme. Non, mais j'ai certains. C'est pas parce qu'on est cougar qu'on n'est pas haut de gamme. Tu es l'agence maternelle pour cougar. Mais pourquoi? Non, mais attends, ça n'est pas une classification. On peut être haut de gamme et cougar. Oui, je sais. Et il peut y avoir des... Est-ce que dans votre... Toutes les agences ont une spécialité. Quand tu veux réussir, il faut faire une spécialité. Et si, par exemple, vous avez un jeune cadra qui a les moyens, donc qui est haut de gamme... Il ne vient pas me voir moi, il va s'inscrire dans un agence de cougar. Et alors un homme qui vient, qui est fortuné, un homme qui vient, qui est fortuné et tu ne les mets pas en relation avec une femme plus jeune?
Ça peut arriver qu'un homme rencontre une femme plus jeune chez toi. Oui, ma Et là, chérie, qu'est-ce qu'on bien dit? sûr. Voilà. Ma pas 20 ans. Ben, Gougard, c'est 20 ans de différence. Non, mais en homme, quand je prends ça un ne veut grand pas dire homme. ça, ça Non, veut pas Gougard, dire 20 ça ans de va- différence. Gougard, c'est 20 ans. c'est une chasseuse. Mais là, ouais. D'hommes plus jeunes. 20 ans, 30 ans de moi, combien tu Gougard, là, Oh non. ton copain? Son quel âge? Son quel âge? C'est arrivé, ça peut être 27 ans. 27 ans. 27 Bah, Bon, voilà. écoutez, on va vous laisser discuter Non, non, toutes les deux après Moi, c'est 10 l'émission. ans de différence maximum chez moi. Voilà. Bon, donc là, Non, nous mais alors, cherchons... 10 ans, alors tu me donnes 10 ans. Mesdames et messieurs, nous cherchons un cadra qui a quand même les moyens, Voilà, faut qui le aime dire, bien aller Sophie, au oui, oui. théâtre, Voilà. ou un artiste peut-être aussi. Ah oui, je suis pas contre. J'aime beaucoup les artistes. Il faut qu'il ait beaucoup d'humour. Bon, dites donc, vous êtes exigeante quand même. Très exigeante, c'est pour ça que je suis célibataire, Sophie. Bah oui. Bon, donc là, nous cherchons un cadra. Là, nous cherchons un jeune aussi ou quelle tranche d'âge? Dans mes âges, Sophie, Oui. un peu plus âgée, mais dans mes âges. D'accord. Pour Frédéric, ce sera quoi? Ça ira, merci. Je suis Bon, servie. d'accord. Très bien. Un dernier commentaire sur l'histoire de nos invités? Non, mais je crois que la leçon quand même derrière toutes ces histoires, c'est que la sécurité, il faut se la donner aussi soi. Oui. Avant toute chose. De croire qu'on va chercher la sécurité à l'extérieur de soi, c'est quand même une illusion. Voilà. C'est le grand message de Frédéric. Oui. Trouvez la sécurité à l'intérieur En de soi, vous. oui. Aimez-vous, C'est important. mes frères, mesdames et messieurs. Et se Aimez-vous réaliser vous-même. soi. Hein? Se réaliser soi. Voilà, avant de rencontrer. Bon, merci en tout cas. Merci, Frédéric. Sophie. Merci à toutes. Bonne chance. J'espère vous recevoir sur le plateau de l'Histoire continue et que vous veniez de nous annoncer. Je ne sais pas si vous attirez les hommes riches, mais vous attirez les mouches en tout cas, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup. J'espère sincèrement que vous allez retrouver une situation plus douce. Hein. Chaque jour, les hommes et les femmes que je reçois se livrent avec sincérité et courage et c'est souvent l'occasion pour eux de faire un point sur leur situation, mais aussi d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Et c'est le cas de nos invités d'aujourd'hui. Marianne souffrait de troubles alimentaires, elle espérait en venir à bout et retrouver les bases d'une vie équilibrée. Quant à Esther, elle a voulu très tôt développer les capacités intellectuelles de sa fille et elle a dû apprendre à composer. Je vous propose tout de suite de prendre de leurs nouvelles. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Je vais commencer avec vous, Marianne. Je vous avais reçu il y a 1 an et demi dans une émission intitulée « L'anorexie ne touche pas que les adolescentes » et c'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins. Qu'attendiez-vous de notre émission ? J'attendais surtout de cette émission de faire savoir à la France entière que l'anorexie n'était pas un caprice, mais une réelle maladie qui avait des répercussions dramatiques et qu'elle ne touchait pas, comme on le pense souvent, que les adolescents, que ça touchait également des femmes, des mères de famille. Alors, c'était une jeune femme épanouie que j'avais reçue pourtant dans toute une histoire. Votre descente aux enfers n'était plus qu'un mauvais souvenir. C'est du moins ce que vous pensiez. Quel événement est venu bouleverser cet équilibre fragile? Où en êtes-vous aujourd'hui? La réponse en images. Pour moi, à 47 kilos, j'étais déjà grosse. C'est à l'arrivée de son premier enfant que Marianne avait commencé à se sentir mal dans sa peau. J'avais pris 27 kilos pendant la grossesse. Et le jour de l'accouchement, elle a pesé, le chiffre des 103 est apparu. Et ça m'a fait un choc. Donc je me suis dit, je vais faire un régime. Mais ce simple régime avait très vite dérapé. Et la demande en mariage de Guillaume n'avait fait que décupler le mal-être de la jeune femme. Je voulais être parfaite, donc je suis passée au haricot vert 100 grammes par jour. Je suis passée au yaourt par jour. Pour le mariage, vous pesiez combien? Alors pour le mariage, j'étais à 47 kilos.
Après le mariage, on est parti tout de suite en voyage de noces. J'ai dit à Guillaume que j'avais trouvé une solution. J'allais manger, mais j'allais me faire vomir. Je voulais pas la laisser faire, mais j'avais pas envie non plus qu'on passe la semaine entière à se disputer, que j'ai laissé faire. Mais à son retour de voyage de noces, les médecins avaient alerté Marianne sur sa santé. On m'a posé le diagnostic de anorexie sévère, que j'ai totalement nié. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de vous en sortir? J'avais plus de contact avec ma fille, j'étais plus une maman, j'étais plus une épouse. Et un jour, j'ai accepté une hospitalisation dans un hôpital psychiatrique en me disant qu'au moins ils allaient me donner des traitements et que j'étais obligée de les suivre. Vous en êtes où aujourd'hui? Et bon, aujourd'hui, ça va faire 1 an. Je me suis battue, j'ai vraiment, ça a été le plus dur combat de ma vie. Les troubles alimentaires ne sont pas finis. Chez moi, ça va très vite dans un sens comme dans un autre. Demi après l'émission, Marianne a retrouvé un équilibre familial auprès de Guillaume, son mari, et d'Ilana, leur fille de 6 ans. Elle a tout fait tomber, maman. Tu vois, ce genre de moment-là, c'est les moments qu'on n'avait pas eu pendant un certain temps. C'est des petits moments, mais c'est ce qui fait mon bonheur. J'ai envie de vivre, de me poser, de profiter de ma famille. Ça te fait du bien aussi. Bah oui, en fait, c'est génial. Bah oui. Ouais, bah, je pense que j'ai retrouvé ma place de maman aujourd'hui. Et avec la petite trogne, là, hein, de la voir, la petite boudoune. Une maman enfin sereine pour Ilana, mais aussi pour le petit Léo, qui est venu agrandir la famille il y a 1 an. Oh, Léo, tu viens avec nous, chat? Et ouais. Un événement heureux qui a pourtant fait replonger Marianne dans l'anorexie. Oh, bah oui. C'est bon, mon chat? Dès que j'ai su que Léo était accroché et que je ne le perdrais pas, à partir du premier trimestre de grossesse, j'ai décidé que j'ai arrêté de manger. J'ai vraiment plus rien avalé de janvier jusqu'au mois d'avril, quand il est né. J'ai perdu plus de 50-56 kilos pendant les 4 mois. Une perte de poids très alarmante qui a à nouveau mené Marianne en hôpital psychiatrique. J'ai été hospitalisée 5 mois après la naissance de Léo. Je me suis dit, clairement, tu as 2 choix dans la vie. C'est soit tu restes effectivement avec ton 34, enfermé, soit tu reprends la vie que tu as. Et j'ai choisi de vivre. Depuis 5 mois, Marianne a choisi de vivre et d'avancer. Elle se lance même aujourd'hui un nouveau défi. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la jeune maman se sent prête à afficher son corps aux yeux de tous. Dernier halo est une poule mouillée, on se dépêche, on se dépêche. Alors, comment tu te sens? Ça va? J'ai l'impression d'être normale. Enfin, j'ai pas l'impression que les gens me regardent plus que ça. Et voir les enfants quand on joue et tout ça, en fait, je pense plus à ça, en fait. Là, je suis content aujourd'hui de te voir dans cet état d'esprit-là. Clairement, j'ai bien compris qu'il fallait que je trouve que j'ai envie de me battre et que maintenant, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai plus. Je t'aime, tu sais ça? C'est pas comme il y a quelques mois. Et ouais, on l'aime, hein? On l'aime comme elle aime, maman. Après avoir délaissé sa vie de couple à cause de la maladie, Marianne essaye désormais de se retrouver avec Guillaume. Les affaires? Allez, vous allez jouer dehors? On va aller faire de la balançoire, d'accord? Moi, j'ai quelque chose à faire. Aujourd'hui, elle va même lui préparer une petite surprise. Waouh! Ça te fait plaisir? Oui. Franchement, j'apprécie cette initiative et ça me rend heureux.
c'est ce qu'on faisait avant. En tout cas, moi, ce que je voulais vraiment te dire, c'était que je te remerciais d'avoir été toujours si présent pour moi, d'y avoir cru. Et là, c'est important, les enfants revivent. Tu revis, on revit, notre couple revit. Je sais que ça n'a pas été toi pendant 3 ans. C'est pour ça que j'y ai toujours cru, en fait. Je savais que la vraie Marianne allait revenir. Donc, moi, je te remercie de t'être battue comme ça. Et je veux te rappeler que je t'aime. Merci, je t'aime. The surface is cracking. The lines on my face. Quelle bataille, hein, quel combat ça représente. Guillaume nous a rejoint. Que vous inspirent les images que nous venons de voir? Bonjour. C'est la vie qu'on avait avant les 3 dernières années, en fait. Donc moi, c'est comme ça que j'avais connu Marianne. C'est comme ça qu'elle est en train de redevenir. Et voilà, c'est ce qui fait mon bonheur. C'est peu de temps après l'émission que vous avez appris que votre femme était enceinte de votre deuxième enfant. Donc à l'époque, apparemment, elle était tirée d'affaire, quoi. Quelle a été votre première réaction? Après l'émission, moi, je pensais vraiment qu'elle était tirée d'affaire, que le plus dur était derrière, qu'on avait mis ces moments-là de côté et qu'on allait vers le meilleur, effectivement. Pour moi, c'était la fin d'une histoire et des mauvais jours. Et malheureusement, cette nouvelle grossesse a réveillé les vieux démons de Marianne. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle rechute, pendant la grossesse en plus? Pas du tout, ça a vraiment été la surprise. On a eu des moments difficiles pour avoir cet enfant. Je pensais que le souvenir de ces moments-là allait faire que justement elle n'allait pas retomber dans ces travers-là, en fait. Donc non, j'ai vraiment été surpris et surtout impuissant. Ça, vous mangiez quoi pendant la grossesse? J'étais à 150 calories. Le deuxième trimestre, j'étais à 150 calories par jour. Donc asperges, concombres et yaourt. C'est tout? Un yaourt dans la journée? Ouais. C'est très peu et effectivement, voilà, ça a alerté un peu tout le monde, mais on essayait de lui dire que ce n'était pas suffisant, qu'il en fallait plus, qu'elle avait ses besoins à elle et ceux de Léo, mais sans être entendue. Ça doit être terrible pour un futur papa, non seulement de voir sa femme malade, mais en plus, sachant qu'elle porte votre enfant. Ça doit être doublement difficile à vivre. C'est surtout ce sentiment d'impuissance, effectivement, d'essayer d'utiliser tous les arguments et de voir qu'en face, il y avait une incapacité à réagir. Il y avait peut-être la volonté, mais il y avait surtout l'incapacité. Effectivement, on ne sait plus comment s'y prendre à force. J'imagine qu'à un moment, vous êtes culpabilisé aussi par rapport à votre enfant. Alors, je me suis pas... En fait, arrivé à la deuxième échographie, quand on a vu que Léo ne grossissait pas, donc là, il y avait un problème, j'ai été hospitalisée. Les trois derniers mois sont passés tellement vite que j'avais pas vraiment pris conscience. On m'avait annoncé un bébé petit poids, mais voilà. Léo est arrivé, donc pesait 1,830 kg. Là, effectivement, j'ai compris, je l'ai vu. Effectivement, il avait juste un problème de... Il n'a pas de graisse. Il est donc parti en réa néonate et c'est là où la culpabilité est arrivée parce que effectivement là je me suis rendu compte que c'était pas que moi que j'avais entraîné dans la maladie, mais j'avais failli le tuer en fait. Donc c'est après la naissance, beaucoup de culpabilité. Alors comment ça s'est traduit cette culpabilité? Ça a juste renforcé ma maladie en fait, où vu que je m'étais privée pendant la grossesse, c'était hors de question que ça ne continue pas après l'accouchement. Il fallait que je sois encore plus parfaite que parfaite. Donc là, ça en est arrivé à plus dormir, bon, évidemment plus manger, mais même plus dormir, plus vraiment un désert de perfection. Donc là, vous avez de nouveau été hospitalisée? Ouais. Du coup, j'avais fait des tentatives aussi par moi-même. Des tentatives de quoi? D'hospitalisation. J'ai essayé d'intégrer des centres spécialisés que je connaissais très bien. Mais en fait, au bout de quelques jours, à chaque fois, je repartais parce que c'était trop dur.
Alors en plus, bon, non seulement vous vous culpabilisiez par rapport au poids de cet enfant, mais en plus, là, vous avez été hospitalisée, donc loin de lui, j'imagine. Donc, oui. Vous avez dû le laisser quelques semaines. Au final, ça s'est fini en septembre où j'étais hospitalisée plusieurs semaines, loin de lui, sans contact. Et cette dernière hospitalisation a été terrible et vraiment, ça a été un cauchemar, c'était l'horreur. Ouais, on m'a forcée à me réveiller, en fait. Moi, j'y arrivais pas, donc il a fallu... On vous a obligé à être confronté à ce manque pour vous faire prendre conscience de... Je dirais même plus quand on m'a enfermée, on m'a interdit de sortir en me disant clairement maintenant il faut choisir. C'est où la vie, où j'assume ma vie de maman, mes enfants, mon mari, où je veux vivre, où je veux pas vivre. Mais là il faut faire un choix. Et effectivement ça a marché. Ça a marché. Et pour vous, ça a dû être terrible à vivre à ce moment-là? Ça a été très dur parce que pour moi, c'était vraiment la dernière solution. Si ça ne marchait pas, je n'aurais pas su quoi faire après. C'est dur de prendre la responsabilité de faire enfermer sa femme contre son gré. Hein. C'était sous contrainte. Un bébé... Voilà, c'est dur de voir une maman séparée de ses enfants, mais je voyais aussi que les enfants n'étaient pas heureux et il leur manquait leur maman. Donc il fallait vraiment créer un déclic et il fallait que quelque chose se passe. Donc oui, ça a été une période très difficile. C'est énorme là d'avoir accepté de vous laisser filmer à la piscine en maillot de bain. Non seulement vous-même d'aller à la piscine, mais surtout de le montrer. Oui. Ah, c'était le challenge quand même. Hein. Comment? Oui, c'était le challenge. Ouais, j'imagine. C'est dur. Hein. Vous avez l'impression d'avoir retrouvé votre femme? Oui, complètement. J'ai eu une personne différente en face de moi là, pendant 3 ans et je la reconnais. La personne que j'avais rencontrée avant le mariage, en fait, elle est là, elle est en train de revenir et je veux la féliciter franchement pour ce qu'elle a fait parce que je sais qu'elle a pris sur elle, que c'est beaucoup d'efforts, mais ça vaut la peine. Il est patient et aimant, ce garçon. Je crois que... on a signé pour le meilleur et pour le pire. Bon, on commence par le pire, mais il reste le meilleur maintenant à venir. Oui, je pense que... après, voilà, c'est mon avis, mais quand on vit des étapes comme ça, c'est soit on se reconstruit ensemble ou pas, mais quand c'est ensemble, effectivement, on y retrouve une force. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Merci. Et puis que je suis fière de lui, que je suis fière d'être sa femme et qu'on va continuer encore comme ça, bien, longtemps. Moi, ça me... Il est temps à présent de saluer Esther. Bonjour Esther. Il y a un peu plus de 7 ans, vous étiez venue apporter votre réponse à une question que se posent beaucoup de parents. Faut-il ou non pousser ses enfants à devenir les meilleurs? Quelle était votre position? Elle était oui, bien évidemment, il faut aider son enfant, non pas à être le meilleur, mais à trouver les meilleures possibilités d'explorer et de mettre en valeur son propre potentiel. Alors, pour stimuler les apprentissages de votre fille, vous avez mis en place tout un ensemble d'activités. À l'époque, Célia, votre fille, avait envie d'apprendre. Mais qu'en est-il de l'adolescente qu'elle est devenue aujourd'hui et de quelle manière votre relation a-t-elle évolué? La réponse tout de suite, en images. J'ai commencé à lui enseigner la méthode syllabique que mon père m'avait enseignée à partir de l'âge de 3 ans. Apprendre la lecture à sa petite fille dès l'âge de 3 ans, cela n'avait rien d'inhabituel pour Esther. Un petit peu de devoir. Il faut qu'un enfant apprenne le plus tôt possible ce qu'est la rigueur, ce qu'est le fait de fixer une connaissance. Et le goût de l'effort, il vient à la fois parce qu'on l'incite fortement à le faire, mais aussi parce qu'elle sent qu'elle progresse. À
4 ans à peine, Célia savait déjà lire, écrire et compter. Vous avez choisi sa chambre comme espace scolaire? Oui, Pourquoi sa chambre alors que ça pourrait être son espace de jeu, juste pour savoir? Elle y passe pas mal de temps, donc chaque petit instant qui peut être capté pour lui enseigner quelque chose et la maintenir en éveil est stimulé, donc c'est la chambre. Et c'est rigolo d'apprendre à lire, écrire et à compter? Oui. Qu'est-ce que tu apprends en plus de l'école? La dictée, je fais du ski. De la danse? Oui, j'en fais du judo. Mais pour Cathy Lemaire, psychologue pour enfants, il était important de trouver le juste milieu entre stimulation positive et pression excessive. Où se trouve la possibilité, par exemple, pour Célia de s'ennuyer? C'est là où on développe la capacité à résoudre des problèmes quand on a des difficultés. Ici, moi, j'ai entendu la rigueur, la valeur de l'effort, le travail, etc. Il faut juste faire attention que ces valeurs-là ne soient pas surdéveloppées par rapport à d'autres. Plus un enfant a confiance en lui et plus il va avoir envie de réussir, mais ça c'est du basique. Paris, 7 ans plus tard, Célia a bien grandi. La petite fille est devenue une adolescente de 12 ans, enjouée et bien dans sa peau. Et aujourd'hui, quand Célia revient de l'école, les rituels ont un peu changé. Ça va, chérie? Et toi? Ça va? Je peux prendre l'ordi? Tu me fais pas un bisou, tu me dis pas bonjour avant. Le minimum, quand même. C'est comment ce matin? Super. Mère et fille ont chacune leurs occupations. Et pour Célia, c'est jeux vidéo. Comme tous les ados, j'aime bien me détendre après les cours. Ma mère, elle est quasiment plus derrière moi. Je peux faire... entre guillemets, ce que je veux. J'ai grandi, je suis plus autonome. Une indépendance qui lui a permis de développer sa propre personnalité. Maintenant, ma chambre, elle est devenue bien à moi. Il n'y a pas de choses en rapport avec le travail, à part quand je fais mes devoirs, évidemment. Mais maintenant, elle me ressemble plus. Elle est mieux qu'avant. Et si Célia est devenue une jeune fille épanouie, sa mère a elle aussi parcouru du chemin. Bouleversement radical dans les modes de traitement de la maladie d'Alzheimer. Depuis 4 ans, Esther est à la tête d'une revue scientifique. Je crois que le fait de m'interroger sur Célia, j'ai fini par m'interroger sur moi-même. J'ai créé quelque chose que je n'aurais probablement jamais fait sans elle et je me suis découvert au travers de mon enfant. Ça rejaillit très positivement sur Célia parce qu'elle se rend compte que sa mère n'est pas centrée uniquement sur elle. Mère et fille ont trouvé leur équilibre et sont restés très proches. Alors évidemment, Esther ne pouvait pas louper l'audition de piano de Célia. Il faut mettre dans les conditions réelles d'une audition. C'est magnifique. C'est horrible. Non, mais au contraire, c'est une super expérience. Et surtout. Je suis contente. Ça y est, t'es soulagée là, comme ça maintenant? C'est extra. C'est trop bien. T'es fière de moi? Ah bah, je suis super fière de toi. Je suis très contente pour toi. Quand tu es arrivée devant le piano, tu t'es dit à toi-même, oh bon, ça va, c'est avec un piano. Bah, faut le garder ça. Il faut pour les prochaines fois, tu sais, dédramatiser et remettre les choses au niveau où elles sont. Parce que c'est ça qui compte. C'est pas la note du conservatoire, c'est pas le fait qu'il y ait un jury. Tu vas au bout de ce que tu as commencé. La confiance, je l'ai, enfin. Et bah, je suis super contente. Moi, je suis très très contente de ce qu'on vient de vivre, hein, aussi. Hein. C'était super, bravo. Pour Esther, mission réussie. Célia est aujourd'hui une jeune fille brillante qui gagne chaque jour en confiance. Et une jeune fille en adéquation avec les autres enfants, comme avec ses copains de classe, Thibaut et Lior, tous les deux âgés de 14 ans. T'as eu combien au DM, là, au devoir commun? Ah. Oh,
Tu m'impressionnes. Tu sais, t'as 2 ans de moins que moi, mais t'es 10 fois plus forte que moi en maths, quoi. Elle avait 9 ans la première fois qu'on l'a vue. Ouais, c'est impressionnant. Quand tu t'es dit, ouais, c'est une gamine, faut pas que j'aille la voir. Non, mais t'es vachement mature en fait pour ton âge. Et justement, j'ai l'impression que t'es moins timide. Comme tu dis, bah, j'ai 2 ans de moins que les autres, c'est pas très grave, je m'en fiche. Je suis m'adapter, donc je vois pas la différence entre mon âge et le vôtre. Moi, je te considère comme ma sœur, tout simplement, quoi. Moi, c'est ma super amie, c'est... Alors, Célia nous a rejoint de nos jours. C'est une vraie jeune fille que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu as eu les résultats de ton examen de piano? Oui, je les ai eus. Je suis très contente de moi. J'ai eu mention bien et je passe directement au 2e cycle. Bon, ça fait 14 tu passes ta vie à sauter les classes, à gagner du temps. J'ai pas sauté des classes. J'étais en 4e année de 1er cycle et là, je passe en 1re année de 2e cycle. D'accord. À 12 ans, tu es en quelle classe? En 4e. Ok. Ça se passe bien? Très bien, j'ai plein d'amis. J'adore mes amis, je les adore. T'es la meilleure de ta classe? Non, mais j'ai des bonnes notes. Tu souffres pas de la différence d'âge? Pas du tout. Personne ne voit la différence. Et comme mes parents, ils ont une grande taille, moi aussi, et j'ai la même taille que les autres. Alors, personne ne voit la différence. De toutes tes activités passées, lesquelles pratiques-tu encore? Je pratique encore le piano. Et avant, je faisais du judo. Maintenant, je fais du full contact. C'est toujours un sport de combat. C'est important pour toi, le sport de combat? Ouais, parce que je peux me défouler. Je peux me détendre en même temps. Je rejoins mes amis au cours. Alors, si j'ai compris quand même votre parcours à toutes les deux, vous étiez vous-même une enfant précoce, non? Alors, je n'ai jamais osé faire le test parce que je ne voulais pas être déçue. Mais vous me parliez d'une résultats. méthode que vous avez enseignée votre père. Mon père n'avait aucune idée de ce que pouvait être un enfant intellectuellement précoce. Il l'a fait instinctivement, m'apprendre à lire à 4 ans, parce qu'il considérait qu'un enfant doit apprendre à lire le plus tôt possible. J'ai simplement reporté sur Célia le schéma parental. Et il s'est trouvé que la directrice de son école m'a demandé de lui faire un test de QI lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle exécutait à toute vitesse des exercices et qu'elle s'ennuyait terriblement en classe, que ça la déprimait, que ça la rendait triste alors qu'elle était considérée comme une enfant à la fois douce et sociable. Donc ça lui faisait de la peine. Elle m'a dit, essayons d'en savoir plus, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau. Les résultats du test de QI ont conduit la directrice à lui faire sauter la grande section et à la faire passer à 4 ans et demi, donc au cours préparatoire. Et là, on a vu Célia retrouver le sourire, s'épanouir à nouveau, être toute fière avec son grand cartable qui était presque plus grand qu'elle, mais faire parfaitement toutes les consignes, faire les exercices, se passionner pour le programme. Enfin, elle était vraiment heureuse. Tu veux faire quoi plus tard? J'ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Mais des études, évidemment. Oui. Une prépa, une grande école, plutôt littéraire ou scientifique? Plutôt scientifique. On te sent très proche de ta maman. Vous avez une relation très fusionnelle? Oui, on est très complices. Jusqu'à choisir la même couleur pour vous habiller? Vous avez fait exprès? C'est très rare qu'on ait la même couleur pour s'habiller. Et il se trouve qu'on a craqué pour la couleur corail. Alors voilà, on s'est acheté du corail ensemble et on a décidé de le porter pour l'émission. Mais sinon, on est très indépendantes au niveau Pourquoi des vous avez vêtements. accepté de venir nous donner de vos nouvelles? Pour plusieurs raisons. Je vais répondre et puis après peut-être tu diras aussi Célia. D'abord, j'ai trouvé le travail de l'équipe de Toute une histoire extrêmement intéressant. C'était très loin de l'idée que je me faisais de la télé-réalité ou de tout ce qu'on peut en dire. L'équipe de tournage sur place m'a aidé à prendre du recul par rapport à ce que je vivais. Et à l'époque, je n'étais pas sûre du tout de moi. En fait, j'avais l'air d'émettre de grandes affirmations et de faire de grandes déclarations. En réalité, j'étais pleine d'angoisse, d'anxiété. Je me dis, est-ce que j'en fais trop, pas assez? Est-ce que j'aurais dû faire un peu plus de ci, un peu moins de ça? En réalité, je n'avais aucun recul sur ce que je faisais. Et l'équipe de tournage m'a... Tu aurais juste une attitude d'une mère intelligente qui s'interroge sur ce qu'elle fait, quoi, qui fait l'effort, voilà, qui fait l'effort de s'interroger. Ça paraît logique. Et mais en même temps, j'étais très très anxieuse, très isolée. Très peu de communication au sein du foyer pour échanger sur le sujet. Donc il y avait moi, ma fille, et puis le reste de l'univers.
Donc le fait d'avoir discuté avec les caméramans qui me posaient autant de questions devant la caméra à corps champ, j'ai trouvé ça permis passionnant. De réfléchir, d'avancer, exactement, mais ça m'a de vraiment formuler peut-être. Beaucoup. L'accueil aussi par Jean-Luc à l'époque sur le plateau que j'avais trouvé extrêmement chaleureux, et d'avoir regardé l'émission après, tout à coup j'ai compris que j'étais dans la bonne voie, qu'il fallait continuer. Ça m'a confortée complètement dans ce que j'étais en train de faire, et j'ai appris beaucoup, vraiment beaucoup sur ma fonction de maman et de coach d'enfants précoces à laquelle je n'étais pas du tout préparée, parce que moi je ne savais même pas ce que c'était un test de QI lorsque j'ai eu Célia. Elle a explosé le test de QI. C'est pas qu'elle a explosé, elle a eu, on va dire, un très bon score, peu importe les chiffres. Il n'empêche qu'un programme scolaire de 2 ans au-dessus de son âge était nécessaire pour qu'elle ne s'ennuie pas et surtout qu'elle ne soit pas malheureuse. C'était vraiment ce qui était très important. Comment tu vis tout ça? T'as confiance en toi? Oui, j'ai confiance en moi. T'as pas la grosse tête? Non, pas du tout. Il y a des personnes dans ma classe qui ont des bien meilleures notes que moi, mais mes notes restent quand même bien. Et puis mes amis ne voient pas la différence entre leur âge et le mien. Et comme je fais leur taille, et ben, ça les dérange pas du tout. Ils me trouvent mature. Ok, donc tout va bien. Ouais. Bon, bah écoute, on suivra ton parcours de près. Merci d'être revenu, et c'était passionnant, en tout cas un discours intéressant. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue, à commencer par Guillaume. Merci. Merci à tous, bonne chance pour la suite. Merci de votre confiance, de votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. J'ai juste participé à un défilé, j'ai été repérée et tout a commencé. Professionnel de rugby à même pas 19 ans. Agent de renseignement, je préfère ce terme-là qu'agent secret. Je suis désolé, mesdames, mais 007, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas. Des métiers qui font rêver, et pourtant, l'envers du décor est loin d'être si réjouissant. Au tout début, on m'a forcé à maigrir, on me forçait à prendre mes mensurations tous les lundis matins. Je devenais triste, je pleurais souvent. Tout le monde pense que ce sont des missions 3 jours, 4 jours, mais ça peut être des missions de 7 mois. Quand vous rentrez, vous n'êtes plus le même homme, vos enfants, ils ont grandi, ils ne vous reconnaissent pas. Donc vous êtes une pièce rapportée au niveau de la famille. Ils vont nous révéler ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ces métiers d'exception. Les blessures se sont enchaînées? Ouais, j'ai une plaque dans le bras, les chevilles, les muscles, voilà, c'est un petit peu pété dans tous les sens. Ouais. Un jeune vieux à 25 ans. Et une fois arrivé là-bas, on me tend un billet de retour pour la France, en me disant « Écoute, t'es trop grosse, ça va pas le faire ». Devant vous se passe une scène difficile. Vous voyez un enfant qui est en train de se noyer. Et vous ne pouvez pas bouger, parce que si vous bougez, votre identité va être dévoilée. Donc non, c'est pas si simple que ça. Ouais. Quand on me demande aujourd'hui, tu es fier de quoi? La première réponse, c'est je suis fier de mon père. Ils ont vécu une folle journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je suis venue vous raconter la naissance de ma fille Moana. Une naissance rocambolesque. J'étais dans le couloir, entre la maison et la porte des toilettes. À ce moment-là, je lui dis ah non, non, en fait, on n'a plus le temps d'aller à la maternité, je sens la tête. Oh là. Des situations périlleuses au bout du monde. Au Costa Rica, j'arrête une voiture de façon dynamique et le monsieur a eu peur. Il a arrêté la voiture d'un coup, il est sorti avec une arme. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce que vous voulez? Tout commençait bien jusqu'au moment où nous avons donc traversé un ruisseau. La voiture s'est mise tout de suite à flotter dans l'eau. Plus que flotter, la voiture était sous l'eau là, non? Et la voiture était sous l'eau. Des coups de cœur. J'ai réussi à lui attraper le bras, en fait, et à la sortir complètement de l'eau. Je l'ai serré très très fort et je lui ai dit, je pense que c'est la première fois que je serre une femme aussi fort dans mes bras. Des aventures incroyables qu'ils vont nous faire partager dans toute une histoire.